Des livres plein les oreilles. Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Clotilde Sey au micro de Canal M qui produit le balado des livres plein les oreilles, mine de rien, depuis une petite douzaine d'années. Ça ne nous rajeunit pas. Il y a eu quelques livres, quelques rides et quelques cheveux blancs qui se sont rajoutés par-ci par-là durant toutes ces années. Cette semaine, c'est la Saint-Valentin. Alors évidemment, il y aura une petite connotation à cette semaine-là, à l'amour, mais aussi à l'amitié sous toutes ses formes. Parce que c'est aussi ça, je pense, la Saint-Valentin. Penser à tous ceux à qui on peut dire « je t'aime » sans avoir forcément un sentiment amoureux. Et finalement, il y en a plus que des amoureux dans notre vie, des gens à qui on a envie de dire « je t'aime » comme ça. Alors, il y aura une histoire d'amitié entre une blanche et une autochtone. Il y aura une histoire d'amour entre un coiffeur et les livres. Il y aura l'amour entre deux êtres de deux confessions différentes. L'amour pour la ville de Rome. Le prix Charles Aznavour des mots d'amour. Des cartes de la Saint-Valentin qui s'enfuit, une mort d'amour à Venise, une pension en Italie. Oui, on sera beaucoup en Italie durant cette émission, ce balado-là. Alors, il y en aura pour toutes les oreilles, sous toutes les formes, beaucoup de romantisme, mais pas que. Du polar aussi, du bien sanglant même. Et c'est concocté et animé pour vous par Clotilde Sey. On commence par une histoire d'amour, celle qui unit Naomi Fontaine à celle du peuple Innu. Patient qu'elle raconte dans une lettre qu'elle écrit, une longue lettre qu'elle écrit à son amie Chouni. D'ailleurs, c'est le titre du livre, québécoise venue dans sa communauté pour aider les Inuits. Et alors, tout au long des pages vont surgir les images qui s'apparentent à la famille de Naomi Fontaine, maman, papa, la grand-mère. Elle s'adresse à Petit Ours, le fils. Il y a tous ces paysages qui défilent. Et il y a donc cette lettre, Chouni, lettre fragile et tendre, qui dit la force d'inventer l'avenir, la lumière de la vérité. La vie est un cercle où tout recommence. Voici un extrait de Chouni de Naomi Fontaine. C'est lu par Ève Ringuette. Je suis très fière quand aujourd'hui, je m'entends traiter de sauvagesse. Quand j'entends le blanc prononcer ce mot, je comprends qu'il me redit sans cesse que je suis une vraie indienne et que c'est moi, la première à avoir vécu dans la forêt. Or, toute chose qui vit dans la forêt correspond à la vie la meilleure. Puisse le blanc me toujours traiter de sauvagesse. Anne Antane Capesh. Le père de Julie était pasteur. Quelques années après le début de sa mission, il avait fait construire l'église baptiste sur le boulevard Montagnet, juste devant le conseil de bande. Elle ressemblait davantage à un centre communautaire qu'à un lieu de culte. Une quinzaine de croyants s'y rassemblaient le dimanche matin, vêtus d'habits propres et accompagnés de leurs jeunes enfants. Jamais à l'heure. Parfois, certains y allaient pour la curiosité d'entrer dans une nouvelle construction. La religion protestante n'en était qu'à ses balbutiements chez les Inuits, de nature plutôt conservatrice et de confession catholique. J'ai fait la connaissance de Julie un dimanche matin durant le rassemblement des enfants au sous-sol de l'église. Nous étions 3 fois plus nombreux que les adultes. Nous étions bruyants. Des enfants indisciplinés et blagueurs. Mis à part elle. Elle restait en retrait, blonde, les yeux pâles, timide. Ça m'a incité à lui parler. La maison de Julie se trouvait à l'extérieur de la réserve, juste avant l'intersection qui mène à Maliotenam. Une vieille maison retapée, exiguë, dans laquelle les jeux de société, les instruments de musique et les livres s'entassaient.
Son père avait choisi d'œuvrer chez les Inuits. Il y est resté 13 ans. Il a élevé ses 4 enfants. Puis, il a rebroussé chemin. Son œuvre l'amenait ailleurs, dans son village natal, loin, très loin de chez moi. Nous étions petites filles et toutes deux, nous étions réservées. Elle, par son incapacité à aligner 2 phrases sans rougir, moi par le lieu. Cette réserve qui m'a vue naître et qui m'enracinait. Immuable, intransigeante. Et parce que nous partagions cet état, naturellement, nous sommes devenus amies. Elle avait l'écoute facile, le jugement absent. J'avais la parole continue. Nos rêves de gamine en commun, elle n'avait jamais peur dans la forêt, même en pleine nuit. J'avais la certitude qu'elle me protégerait des ours parce qu'elle était la fille du pasteur et que ses prières seraient exaucées. Contrairement aux miennes, moi, fille de personne. Lorsqu'elle est partie, on s'est promis de s'envoyer des lettres. Mais on ne s'est jamais écrit. On avait peu à se dire, tout compte fait. Belle histoire d'amitié que cette femme Inou avec Shani, celle à qui elle écrit cette lettre. Il y a aussi une belle histoire d'amour entre un coiffeur et les livres. Ça se passe en Italie. Il y a un coiffeur, un jour, il est coiffeur de son état, un de ses frères lui amène une valise entière pleine de bouquins, des livres, des nouveaux, des anciens, des classiques. Puis le coiffeur se dit, enfin, c'est pas possible, je peux pas abandonner ça. Finalement, il décide de les garder dans son salon et il décide de faire circuler les bouquins d'une maison à une autre via les clients qui viennent chez lui se faire des coupes de cheveux, des permanentes et tout ce que vous voulez. Donc, et ça gonfle, on lui apporte de plus en plus de livres. Ça finit qu'il y a des milliers de bouquins comme ça qui transitent d'une famille à l'autre. Il y a même des bars qui se mettent dans le coup, des restaurants. Ça se passe dans une petite ville. Et même qu'à un moment donné, ils font payer pour ceux qui veulent $1 symbolique. Et tout ça s'en va pour la recherche pour le cancer, ou en tout cas pour des fondations quelconques. Et c'est absolument génial. Et le type continue de faire ça. Alors, c'est un peu le salon des livres oubliés. Je me suis dit que parmi tous ces livres oubliés, il y avait peut-être cette magnifique histoire d'amour de Amy Harmon qui s'appelle « Un tourbillon de sable et de cendres ». Ça se passe à Florence dans les années 40. Et c'est une histoire d'amour entre une femme juive qui est donc menacée par le nazisme à ce moment-là, et par Angelo qui lui est un résistant qui va comment dirais-je tout faire pour sauver la femme qu'il aime, et il est prêt absolument à tous les sacrifices. Je vous propose un extrait de ce livre-là, Un tourbillon de sable et de cendres. C'est lu par Bénédicte Charton. Quand l'aube apparut à l'est, une lumière pâle tombant sur la ville éternelle par-dessus les flèches et les campaniles, Angelo atteignit enfin les portes de Santa Cecilia. Les cloches se mirent à sonner les laudes, comme pour fêter son retour, mais Angelo put seulement s'accrocher à la grille de fer en priant pour que, par un miracle, Eva l'attende à l'intérieur. Mère Francesca le découvrit quelques minutes plus tard, adossé à la porte comme s'il y avait été déposé par les suppôts de Satan. Elle dut le croire mort, car elle poussa un hurlement d'effroi, se signant alors qu'elle courait chercher du secours. Angelo était trop fatigué pour la rassurer. À travers ses paupières enflées, il vit apparaître au-dessus de lui Mario Sonnino, qui vérifia son pouls et cria des instructions à plusieurs autres qui le portèrent dans l'église. « C'est dangereux !» s'efforça d'articuler Angelo. Mario était en danger à l'extérieur des portes. Mario était en danger à l'intérieur des portes. « Quelqu'un pourrait te voir !» voulut l'avertir Angelo, mais ses lèvres ne pouvaient former correctement les mots. « Emmenez-le en haut, dans la chambre d'Eva !» ordonna Mario. « Où est Eva ?» demanda Angelo,
s'obligeant à poser la question poussée par le besoin de savoir. Personne ne lui répondit. Ils montèrent rapidement l'escalier au milieu des protestations d'Angelo, dont le corps ne supportait pas d'être ainsi transporté. Il fut déposé avec précaution sur le lit et le parfum d'Eva s'éleva tout autour de lui. « Eva ?» demanda-t-il à nouveau, plus fort cette fois. À travers l'œil qui n'était pas complètement enflé, il tentait de voir, mais les formes étaient floues et tout le monde observait un silence sinistre. « Ça fait 3 jours que nous ne l'avons plus revu, Angelo. » finit par répondre Mario. « Les Allemands l'ont emmené. » 24 mars 1944, Via Tasso. Confession. Je m'appelle Batcheva Rosselli, et non Eva Bianco, et je suis juive. Angelo Bianco n'est pas mon frère, mais un prêtre qui voulait seulement me protéger contre cet endroit où je me trouve maintenant. La première fois que j'ai rencontré Angelo, c'était un enfant, comme moi. Un enfant dont les yeux avaient connu trop de déception pour un être aussi jeune. Il était resté longtemps sans parler après son arrivée en Italie. Il se contentait de regarder. Je croyais qu'il se taisait parce qu'il était américain, parce qu'il ne comprenait pas. Cela me fait un peu rire à présent. Mais je mimais les choses, je parlais fort, comme s'il avait un problème aux oreilles. Je dansais autour de lui en jouant du violon et en chantant de petites chansons, juste pour voir s'il sourirait. Quand il souriait, je le serrais dans mes bras et je lui donnais un baiser sur la joue. Il n'avait aucun problème aux oreilles ou au cerveau. Il me comprenait parfaitement. Mais il préférait écouter, observer, apprendre. Camillo, mon très patient père, me disait de le laisser tranquille. Mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais simplement pas. Je me rends compte que cela n'a jamais changé. J'ai dansé autour de lui pendant des années pour essayer d'attirer son attention, parce que je voulais seulement le voir sourire. Je voulais seulement être près de lui, seulement l'aimer et être aimé de lui. C'était un extrait, si vous venez juste de vous joindre à nous, du livre Un tourbillon de sable et de cendres paru dans sa version audio en 2022, écrit par Amy Harmon ou Harmon et narratrice Bénédicte Charton ou Charton. Donc l'histoire entre un prêtre catholique et cette jeune femme juive qui parviendra peut-être à se défaire des griffes du nazisme. Dans Mama Roma, l'être aimé n'est pas un être, c'est une ville, c'est la ville de Rome. Luca di Falvio, que l'on connaît pour ses livres Le gang des rêves, Les enfants de Venise, Le soleil des rebelles et tout ça, cette fois-ci a fait de Rome son personnage central. En 1970, cette ville qui déjà à l'époque est à la fois gigantesque, grandiose et aussi débordante de misère, comme toutes les plus grandes villes du monde finalement. Et au moment où on retrouve cette histoire, où entre autres il y a une histoire d'amour, on nous invite à vivre les derniers jours de la Rome des papes. Alors tout ça est fort intéressant. Au milieu de la bluette, là, il y a vraiment quelque chose d'historique, de fort intéressant que l'on retrouve dans Mama Roma, dont on va entendre un extrait. Il y est notamment question d'une comtesse qui va mettre la main sur un orphelin. Et en fait, c'est la vie aussi croisée dans ce contexte historique de 3 orphelins qui viennent de 3 univers différents et qui vont finir par se côtoyer. Alors l'un de ces orphelins est ce jeune garçon dont il est question dans l'extrait qui suit maintenant de Mama Roma de Luca di Fulvio, lu par Isabelle Miller. Choisis-moi, pensa-t-il. Nous prenons celui-là, annonça alors la comtesse. Le cœur du garçon s'arrêta. Sa maigre poitrine se serra, comme prise dans l'étau d'un forgeron. Et puis, il éclata de rire. Juste un instant tellement bref que ce rire ressembla plutôt à un rot. Seul un orphelin
pouvait savoir ce que voulait dire passer toute sa vie en cage. Et seul quelqu'un ayant vécu dans une cage, sans famille, pouvait éprouver ce qu'il éprouvait à ce moment-là. Des larmes chaudes, brûlantes, presque douloureuses, lui montèrent aux yeux, poussées par une extraordinaire pression qui venait du plus profond de lui. Mais il les refoula, fermant les paupières avec force et contractant les mâchoires. Il aurait voulu hurler, courir ou rire, mais il était comme pétrifié par les quelques mots qu'il venait d'entendre. Parce que ce que la comtesse avait dit, il l'avait désiré chaque soir, chaque matin, de tout son être. L'aristocrate fit un pas en avant pour s'approcher de lui. Il soutint son regard, bien que son cœur se soit à nouveau arrêté avant de se remettre à battre à tout rompre, parce qu'il était un garçon courageux et fier. Cependant, il n'était pas encore un homme. Il n'avait que 16 ans. Il sentit à nouveau les larmes lui monter aux yeux et il les refoula encore, obstinément. Et à nouveau, il eut envie de rire. Toutefois, il parvint à demeurer immobile. La comtesse l'examinait en silence, comme s'il avait été un objet inanimé. Le garçon avait des yeux sombres, mais lumineux, un nez droit assez prononcé, qui dénotait du caractère, des lèvres charnues, un peu comme une fille, sans que cela ôte rien de sa virilité, des mâchoires robustes, des sourcils fournis et bien dessinés, noirs de jais, qui contrastaient avec la mèche blonde tombant sur son front. « Fais-moi entendre le son de ta voix, » lui demanda-t-elle. « Qu'est-ce que je dois dire ?»« Ça suffit comme ça, » répondit-elle. Sa voix n'avait pas totalement mué, elle avait ces légères fêlures caractéristiques de l'entre-deux-âges, mais à l'évidence, ce serait celle d'un baryton, ni trop aigu, ni trop grave. « Montre-moi tes dents, » demanda encore la comtesse. Alors, la nature du garçon reprit soudain le dessus, sans que sa volonté puisse la contrôler. Il n'arrivait jamais à renoncer à une plaisanterie, à une occasion de rire. « Comme un cheval ?» ne put-il s'empêcher de lancer. Il se dit aussitôt après « Quel imbécile !» car il n'arrivait jamais à se taire. « Oui, comme un cheval », répondit-elle. Et elle ajouta « S'il te plaît ». Et ainsi découvrit-il ses dents supérieures et inférieures, régulières et très blanches, et se mit-il à hennir, fort et net. Tous les orphelins se tordirent de rire. « Silence !» ordonna le directeur. La comtesse pencha la tête sur le côté et fronça imperceptiblement les sourcils, signe qu'une pensée venait de lui traverser l'esprit. « S'il ne convient pas, pouvons-nous le rendre ?» demanda-t-elle, sans détacher ses yeux violets du garçon. La comtesse l'examina en silence. « Je m'y connais en chevaux, » dit-elle sans un sourire. Mais ensuite, avec un air vaguement satisfait, elle ajouta « Et toi, tu es un poulain de race. » Elle se tourna vers le directeur et confirma « Oui, nous prenons celui-là. »« Tu m'as choisi. » Et puis de Rome, on s'en va à Venise. Ah, mort à Venise. Difficile pour moi, en tout cas, de ne pas dissocier la Saint-Valentin à cette histoire d'amour fulgurante qui trouve son origine dans les traits d'un jeune homme à la beauté sans faille, quelque part dans les lagunes de Venise, où un homme vient finir ses jours. Enfin, il ne le sait peut-être pas au départ, et il ne le sait toujours pas à l'arrivée d'ailleurs, puisqu'il est parti. Mais en tout cas, Visconti en a fait un film, pas un grand film, disent les puristes, peut-être, et on s'en fout. Mais ce film tiré du livre de Thomas Mann, les images de Visconti, la musique de Gustav Mahler, je ne sais pas pour vous, mais moi, ce sont des images et une musique qui viennent encore hanter ma mémoire et ce sera encore vrai pour longtemps. Dans l'extrait qu'on va entendre, Reichenbach, l'écrivain vieillissant, saisi d'une passion déchirante pour le jeune Tadzio, n'est pas encore en Italie. Mais c'est là où il va décider de partir en voyage. C'est une toute nouvelle production en audio. On a donné la narration, on a confié la narration à Pierre-François Garel. Soit qu'à l'apparition de l'étranger, des visions de voyage eussent frappé son imagination,
ou bien que quelque autre influence physique ou morale fût en jeu, à sa surprise, il éprouva au-dedans de lui comme un étrange élargissement, une sorte d'inquiétude vagabonde, le juvénile désir d'un cœur altéré de lointain, un sentiment si vif, si nouveau, dès si longtemps oublié ou désappris que, les mains dans le dos et les yeux baissés, il s'arrêta, rivé au sol, pour examiner la nature et l'objet de son émotion. C'était envie de voyager, rien de plus, mais à vrai dire une envie passionnée, le prenant en coup de foudre et s'exaltant jusqu'à l'hallucination. Son désir se faisait visionnaire, son imagination, qui n'avait point encore reposé depuis le travail du matin, inventait une illustration à chacune des 1000 merveilles, des 1000 horreurs de la terre, que d'un coup elle tâchait de se représenter. Il le voyait, un paysage, un marais des tropiques sous un ciel lourd de vapeur, moite, exubérant et monstrueux, une sorte de chaos primitif fait d'îles, de lagunes et de bras de rivière charriant du limon. D'une profusion de fougères luxuriantes, d'un abîme végétal de plantes grasses, gonflées, épanouies en fantastique floraison, il voyait d'un bout à l'autre de l'horizon surgir des palmiers au tronc velu. Il voyait des arbres aux difformités bizarres jeter en l'air des racines qui revenaient ensuite prendre terre, plongées dans l'ombre et l'éclat d'un océan aux flots glauques et figés ou entre des fleurs flottant à la surface, blanches comme du lait et larges comme des jattes, des oiseaux exotiques au bec informe se tenaient sur les bas-fonds, le cou rentré dans les ailes, l'œil de côté et le regard immobile. Il voyait étinceler les prunelles d'un tigre tapi entre les cannes noueuses d'un fourré de bambou, et il sentit son cœur battre plus fort d'horreur et d'énigmatique désir. Puis la vision s'évanouit, et secouant la tête, Aschenbach reprit sa promenade au long de la palissade et des monuments funéraires. Si vous avez vu le film et si vous vous demandez ce qu'est devenu Tadzio, le jeune homme en question dans ce film-là, eh bien, il est décédé l'an dernier à l'âge de 70 ans, après une vie, ma foi, pas très heureuse, ni sur le plan professionnel, ni sur le plan sentimental. Il a souffert toute sa vie de cette beauté. On le disait, le jeune homme le plus beau du monde. Il en aura souffert toute sa vie. Il existe un prix Aznavour des mots d'amour. Le Grand Feu de chez Grasset en 2025 l'a reçu. C'est comme un jour, ça s'en va l'amour. C'est comme un jour d'un infini sourire, d'une infinie tendresse, d'une infinie caresse. L'amour, c'est comme un jour, ça s'en va mon amour. Giacomo a accosté. Dans l'escalier qui monte de la boutique à la chambre, Bianca sur ses talons, il se presse. On arrive, on est là, tesoro, tiens bon. Il s'adresse à Francesca qui les attend. Son trésor, son joyau, il lui répète « Mon joyau, au milieu des montagnes de soie, mon joyau ». Et quand, en entrant dans la pièce, il pose le pied sur les tommettes de terre cuite irrégulières, quand Bianca manque de trébucher sur l'une d'elles, entre deux grimaces de souffrance, Francesca leur dit « C'est pour bientôt ». Bianca sort de son panier,
cachée au milieu du linge, une petite statuette en bois de la Madone, son porte-bonheur avant chaque naissance. Elle fiche Giacomo dehors, demande à Francesca de s'allonger sur le lit, puis installe les brocs d'eau, une fiole de vinaigre et une de grappa à proximité. Laisse la longue pince en fer hors de vue au fond du panier. Francesca souffle, se raidit, se cambre. Et Bianca, comme elle l'a toujours fait, comme le lui a appris sa propre mère, s'assoit derrière sa cousine sur le lit, jambes repliées contre ses flancs, lui caresse le ventre qui se tend et se détend. Elle chuchote à l'oreille de Francesca en sueur, l'encourage, la guide tout en poussant l'enfant, l'extirpant de la béatitude maternelle à travers le canal étroit vers la lumière. Bianca voit ce canal à l'image de la ville d'eau. Elle dit « C'est maintenant, on y est, c'est maintenant ». Et Francesca, dans ses mains incrédules, accueille pour la 6e fois un enfant. Parfaite, elle est parfaite, avec une magnifique tache de vin sur la cuisse, lui murmure Bianca, comme la tienne. Quelques mois plus tôt, Francesca et Giacomo étaient allés écouter une messe chantée à la Pietà, un office de Pâques. Respirant le parfum mélangé d'encens et de suie des cierges, tandis que s'élevait le chœur des jeunes filles cachées derrière les grilles de fer de la tribune en marbre, Francesca touchait son ventre rebondi. Elle caressait le petit être à venir tout en lui murmurant « Si tu es une fille, tu chanteras avec elle ». Dans une soudaine exaltation, liant concert et liturgie, confondant ses voix célestes avec ses propres désirs, elle avait pris la main de Giacomo. Plus tard, elle lui dirait que leur enfant, leur 6e à venir, chanterait parmi ses anges. Pénétrée par la musique, elle se revoyait adolescente, quand sa mère l'avait emmenée à Venise depuis Padoue. Elle devait acheter du tissu pour la robe de fiançailles d'une de ses sœurs. On leur avait indiqué la boutique des Taglianotte, près de la Pietà. En une seule phrase, le destin de Francesca s'était joué. Vous écoutez toujours Clotilde Sey, le balado, c'est des livres plein les oreilles. On s'est quitté avec un extrait de Le Grand Feu de Léonore de Recondo, lu par Léonore de Recondo, un livre qui a été, ma foi, qui a reçu un prix qu'on ne connaît pas bien, qui s'appelle le prix Aznavour des mots d'amour. Ça fait déjà 4 ans ou 5 ans que ça existe en Europe. Et c'est un prix littéraire qui célèbre l'amour dans la littérature contemporaine. Que voulez-vous? En cette semaine de Saint-Valentin, je trouvais agréable de vous en parler. C'est le seul que j'ai trouvé parmi tous les livres qui ont été primés. C'est le seul que j'ai trouvé en version audio, Le Grand Feu de Léonore de Recondo. Difficile de passer à côté d'une Saint-Valentin sans parler de ces amitiés, parfois plus fortes que nos amours, parfois plus douloureuses aussi. Je voudrais vous présenter Désenchantée de Marie Vareille, parce que c'est une autrice que j'affectionne particulièrement. Elle nous amène en plus dans le nord de la France, elle nous amène en Normandie, dans mon coin, à Bouville-sur-Mer. Toute petite bourgade où on fait la connaissance de Sarah Leroy, je dis la connaissance, Sarah va disparaître. On va donc faire connaissance 20 ans plus tard de toutes celles qui ont été les amies qu'on appelait les Désenchantés, cette gang-là, ce groupe-là, c'est comme ça qu'on l'appelait, les Désenchantés. Et 20 ans plus tard, il y en a une de ces Désenchantées qui revient dans cette petite bourgade de Bouville-sur-Mer et qui se souvient de Sarah Leroy et surtout de sa disparition. Voici un extrait de Désenchantée de Marie Vareille, de Marie Vareille, lu par Lou Brocklin.
Beaucoup de mes amis sont venus des nuages, avec soleil et pluie comme simple bagage. Ils ont fait la saison des amitiés sincères. Assise en tailleur sur une pierre tombale, à côté d'un mausolée recouvert de mousse, Angélique portait un ciré jaune trop grand pour elle. Le premier sentiment que Sarah a ressenti à l'égard d'Angélique a été une jalousie violente, comme un coup de poing dans le ventre, à l'idée que la mère d'Angélique avait dû lui crier de se couvrir avant de partir. Certaines personnes avaient encore une maman aimante qui se préoccupait de leur éviter une bronchopneumonie. Pas Sarah. La vie était trop injuste. Sarah allait cependant vite apprendre que les parents d'Angélique n'étaient pas du genre à se préoccuper de choses aussi bassement futiles qu'une bronchopneumonie. Mais sur le moment, ce ciré d'adulte lui est apparu comme le symbole de l'amour immense qui venait de lui être arraché. Ses larmes ont redoublé. De rage, elle a lancé un caillou en direction de cet inconnu qui ne connaissait pas sa chance. Angélique s'est retournée. Elle a examiné longuement Sarah, tandis que celle-ci sanglotait. Puis, elle s'est levée de sa pierre tombale, l'a prise dans ses bras et l'a serrée très fort contre elle. Elle sentait la mer et le chocolat chaud. Sarah a senti sa respiration s'apaiser. Elle est restée un long moment dans les bras de cette petite fille qu'elle ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam, et qui était néanmoins la première à lui apporter un semblant de réconfort. « Qui est mort ?» a demandé Angélique en parcourant du regard la robe et les collants noirs de son interlocutrice. « Maman, » a murmuré Sarah. « Oh, désolée. » Un silence s'est installé, puis Sarah a balbutié entre deux sanglots. « Sais-tu qui était la première femme à traverser la Manche à la nage ?» Angélique a secoué la tête. Elle ne voyait pas le rapport. Gertrude Caroline Ederle, en 1926. Une Américaine. Elle est partie du Cap Griné et est arrivée à Douvres en 14h31. Elle a battu le record du monde masculin de l'époque d'1h59. C'est maman qui m'a raconté ça. Elle savait tant de choses intéressantes. Bien qu'elle n'ait pas trouvé l'information particulièrement passionnante, Angélique a hoché la tête, impressionnée par cet étalage de culture aussi inutile qu'étrange compte tenu des circonstances. Elle a ensuite pris la main de Sarah et l'a regardée avec grand sérieux. « Je suis désolée, la vie est vraiment atroce, surtout pour les filles. La seule solution, c'est la solidarité. C'est Fanny qui me l'a dit. »« C'est qui, Fanny ?»« Ma grande sœur. » Sarah n'avait pas la moindre idée de ce que le terme « solidarité » signifiait, mais il sonnait comme une succession de notes de musique, une gamme pleine d'espoir dont elle avait bien besoin en ces temps difficiles. Elle a donc proposé à Angélique. « Tu pourrais venir avec moi à l'enterrement ?»« Oui, carrément !» s'est exclamée celle-ci, comme si on venait de lui proposer d'aller manger une glace. Angélique était enchantée de cette opportunité de peut-être voir un mort en vrai. Elles sont donc toutes deux allées se poster à côté du trou de terre fraîche préparé pour accueillir le cercueil. Elles ont patienté en silence. Angélique essuyait de temps en temps les larmes de Sarah avec un mouchoir en papier usagé trouvé au fond de la poche de son ciré. Puis, les cloches se sont mises à sonner et le cortège gris des membres de la famille, précédé du cercueil, est entré dans le cimetière comme un vol de corbeaux lugubres. « C'est trop triste. Je te prête mon Walkman, » a chuchoté Angélique. « Je l'ai volé à ma sœur. » Sans attendre la réponse de Sarah, elle a plaqué son casque sur les oreilles de sa nouvelle amie et a monté le volume au maximum. Et c'est comme ça que tout a commencé. Angélique, attifée d'un ciré jaune comme un soleil qui lui arrivait aux chevilles, tenant la main de Sarah, sidérée de chagrin, le tout avec sensualité d'Axel Red en musique de fond.
que j'aime chez Marie Vareille, c'est qu'elle a le souci du détail. Et là, je ne sais pas vous, mais bon, c'est peut-être parce que je connais bien la Normandie, puis je sais qu'il y fait très souvent très humide et très froid, mais je me voyais moi-même dans un ciré jaune, en train de geler dans une église ou dans un cimetière, à côté d'une petite fille. J'aurais très bien pu vivre cette scène-là qui m'aurait dit, bah moi, c'est ma maman qui est morte, puis voilà. Alors ça, c'est du grand Marie Vareille, j'aime beaucoup ça. L'histoire d'amour entre le Japon et les chats, c'est plus à prouver. De nombreux livres en témoignent, pas plus tard que la semaine dernière ou il y a 2 semaines. J'en parlais à ce même balado. Mais il y a un livre que je n'avais pas évoqué, que j'aurais pu évoquer à ce moment-là, c'est Au revoir les chats de Hiro Arikawa. On doit à Hiro Arikawa les mémoires d'un chat aussi. Je pense que ça n'a pas été enregistré en audio. Mais là, celui-ci est en audio. En fait, c'est une série de 7 contes où quelquefois on est extérieur ou quelquefois nous sommes le regard de 7 félins. Il nous embarque dans un voyage à travers tout le Japon en plus. C'est vraiment extraordinaire, cette façon de trouver l'équilibre parfait dans une amitié entre un chat et un homme, entre un chat et une petite fille, entre les chats et les humains. Et c'est absolument remarquable. J'espère que ce court extrait va vous donner envie d'en entendre un petit peu plus sur ce livre « Au revoir les chats ». Il se réveilla dans une boîte. Quand il regarda autour de lui, il aperçut un autre chaton de sa portée, au pelage duveteux blanc, avec des taches beiges et noires. Où étaient passés ses autres frères et sœurs qui lui ressemblaient? Ils n'étaient que 2 dans le carton. Un ray de lumière filtré par le couvercle mal fermé. Sa mère viendrait s'il miaulait. Il poussa plusieurs miaou énergiques. L'autre chaton en fit autant. Bientôt le couvercle s'ouvrit. Mais au lieu de sa mère, un garçon qu'il n'avait jamais vu apparut. Et derrière lui, le ciel bleu. L'air ébahi, l'enfant fixait l'intérieur du carton des yeux. Puis il entendit un cri émerveillé. « Ouah, des chats !» s'exclama un autre garçon, debout derrière le premier. « Qu'est-ce qu'ils font là? Quelqu'un a dû les déposer ici. Trop mignon !» Le nouveau venu tendit la main à l'intérieur et se mit à caresser les 2 chatons. Son camarade l'imita aussitôt. « Et si on les prenait ?» La suggestion venait du 2e garçon qui le souleva par en dessous avec les 2 mains à plat, comme une pelle. Le premier en fit autant avec l'autre. « Ils ont été abandonnés, non ?»« Oui, sans doute, » répondit le premier garçon. « C'est dégoûtant !» murmurent-ils tous les 2. « Il faut qu'on y aille, sinon on sera en retard à la natation. »« T'as raison. » Ils étaient d'accord là-dessus, mais ne se relevèrent pas immédiatement. « Allez, Satoru, on y va !» Ce n'est qu'après cette injonction du premier petit garçon que Satoru se résigna à reposer le chaton. Bientôt, le bruit de leurs pas disparut. Un peu plus tard, une nouvelle ombre obscurcit le carton. Cette fois-ci, c'était celle de petites filles coiffées de la casquette jaune des élèves du cours préparatoire. « Trop mignon !» Elles le répétaient toutes. Des mains les soulevèrent sans gêne, lui et son frère. « Les pauvres, ils ont été abandonnés. Peut-être que je vais en rapporter un chez moi. Tu crois que tes parents seront d'accord pour le garder? J'en sais rien, mais ils sont tellement mignons. Je suis sûre que papa voudra bien quand elle le verra. Et tu me laisseras jouer avec lui quand je viendrai chez toi? Bien sûr. C'est lequel le plus mignon des 2? Les petites filles commencèrent leur évaluation, les soulevant tous les 2 plusieurs fois pour les regarder sous tous les angles. Je crois que je vais prendre celui-là. Celui-là? Mais sa queue est tordue, c'est trop bizarre. Tu trouves? Moi, je vais prendre l'autre alors. La petite fille le reposa dans le carton et prit l'autre, dont la queue, contrairement à la sienne, n'était pas tordue, mais toute droite. C'est ainsi que disparut le dernier frère qui lui restait. Il ne tarda pas à se sentir très seul, et il se mit à miauler. Sa mère était venue chaque fois qu'il l'avait fait jusqu'à présent. Mais il eut beau s'obstiner, elle ne se montra pas. Bientôt, la fatigue le gagna, et sa voix faiblit.
Il ne réussit plus à lutter contre la somnolence et son bras, sans même s'en rendre compte dans le sommeil, pelotonner sur lui-même. Mais oui, va trouver quelqu'un, le petit chat. Allez, Mathieu, pleure pas. Mathieu, il est comme moi, on n'aime pas trop. On aime ça, les histoires avec les animaux, mais il faut pas que ce soit trop triste, hein, parce que sinon... Et alors cette voix de M. Garrel, Pierre-François Garrel, on le retrouve dans tout maintenant. Je pense que c'est celui qui enregistre le plus de livres audio actuellement, en tout cas en France, en Europe. Et c'est une voix qui colle pour tout. Et il peut faire la petite fille comme ça, puis ça marche. Je sais pas, il y en a qui ont ce talent-là. Monsieur Pierre-François Garrel, lisant un extrait de Revoir les chats, c'est le même Pierre-François Garrel qui lit l'autre livre dont je vous parlais tantôt, Mémoire de chat, de Hiro Arikawa, qui existe également en version audio, si cela vous intéresse. Une pension en Italie, ça là, on tombe là au royaume des nouvelles. Ça vient de sortir en 2026. Allez, alors on va mettre une petite virgule, ça vaut une petite virgule. Ah, je fais des petites surprises comme ça, Mathieu. Qu'est-ce que vous voulez? On est comme un vieux couple. Ça fait au moins 12 ans qu'on travaille ensemble. On commence à se connaître. Alors donc, oui, Philippe Besson fait partie de ces auteurs dont on attend toujours avec impatience les derniers livres. Celui-ci se déroule en Italie. Une pension en Italie, c'est son titre. C'est lu par Stéphane Ronchevski. Petit livre entre 4 et 5 heures à écouter, sorti le 8 janvier dernier. Le résumé, écoutez, je vais faire ça vite pour ne pas l'avoir lu encore. Milieu des années 60 en Toscane, été caniculaire, ça c'est quasiment un pléonasme, une famille française en villégiature, et puis un événement inattendu, des vies qui basculent irrémédiablement, un secret qui s'impose, un écrivain héritier de cette histoire en quête de la vérité, un suspense mélangé à de la sensualité. C'est ce que vous propose Une pension en Italie, un roman que l'on dit solaire sur le prix à payer pour être soi, en écho à Chambre avec vue et Sur la route de Madison. On va écouter un extrait du tout début du livre, histoire de vous mettre l'huile d'olive à la bouche, parce qu'on n'y est pas encore dans la pension. Ma mère, c'est la jeune fille, là. 18 ans. Avec sa frange et ses cheveux châtains mi-longs, elle a de faux airs de Françoise Hardy. Les gens qui la croisent le lui disent « Vous ressemblez à la chanteuse. Mais si, vous savez, tous les garçons et les filles... » Et ils se mettent aussitôt à fredonner les paroles. Elle finit par murmurer « Françoise Hardy ?» En retour, il s'exclame « C'est ça, Françoise Hardy !» Elle a quitté le lycée 1 an plus tôt pour suivre des études de secrétariat, apprendre la sténo, la dactylo. Sa mère le lui a assuré. C'est un beau métier, secrétaire, on en cherche tout le temps. Suzanne n'a rien répondu. Secrétaire ou autre chose, elle s'en fiche, tant qu'elle finit par quitter la maison et gagner son indépendance. D'ailleurs, si elle décroche un travail à la rentrée, elle pourra l'envisager. En attendant, tous les samedis soirs, elle va au bal ou en discothèque avec ses copains. Elle sait danser le rock et le twist, elle aime ça. Des photos existent d'elle sur une piste de danse, les bras tendus vers des garçons, dans une jupe crayon qui enserre ses genoux. Je les ai vues, ces photos. Elles m'ont déconcerté. On n'imagine pas sa propre mère jeune, échevelée, libre, sensuelle. Dans l'été qui va nous occuper, l'été de 1964, elle ne porte pas une jupe crayon, mais un pantalon étroit, en toile, clair, qui s'arrête à mi-mollet, un haut noir ras du cou sans manches, des chaussures plates. Elle prend la pose devant la réplique de la statue de David par Michel-Ange sur la Piazza della Signora, à Florence. Autour d'elle, des touristes pressés, flous parce que figés en leurs mouvements, en noir et blanc.
Dans son dos, on devine la masse sombre de la galerie des offices. Ce cliché aussi, je l'ai vu. Elle a été prise par son père et précieusement conservée. Sa mère et sa petite sœur, Colette, étaient restées en retrait, derrière le photographe du jour. Il fallait qu'il n'y ait qu'elle, Suzanne, la fille préférée, au pied de la statue, avec le soleil dans les yeux. Donc cet été-là, la famille se trouve en Toscane. Ce n'est pas la première fois qu'ils se rendent en Italie. L'Italie, c'est juste à côté quand on habite Nice. Ils sont déjà allés à San Remo. Suzanne n'a pas oublié les massifs montagneux qui se jettent dans la mer, ni le sanctuaire de la Madone de la Côte perché sur une colline, pas plus que les oliveraies et les champs de fleurs de l'arrière-pays. Longtemps elle en parlera avec mélancolie, comme si elle évoquait un paradis perdu. C'est le père qui a décidé cette expédition, bien sûr. Paul Virsac est professeur d'italien au lycée Masséna, qui accueille les élèves du Vieux-Nice et des communes avoisinantes. Une étrange spécialité, ou disons une langue peu enseignée à cette époque, sauf dans la région où on la baragouine plus facilement. Tout ça parce que des millions de Rital ont émigré avant puis après la Grande Guerre dans le but de fuir la pauvreté. C'est le petit dernier de Monsieur Besson, c'est pour ça que je voulais présenter. Philippe Besson, lu par Stéphane Ronchevski, Une pension en Italie, c'est sorti le 8 janvier dernier. Une autre dont on attend toujours, si on aime le polar, si on aime les thrillers qui nous laissent sur le bout de notre chaise, c'est Lisa Gardner. Ils sont toujours très attendus. Elle nous arrive encore cette fois-ci avec son héroïne Frankie Elkin. C'est le volume 3, ça s'appelle 12 ans après. C'est lu par l'excellente Maya Baran. Elle est donc de retour avec cette héroïne qui continue de fouiller dans le passé de ceux qui disparaissent et qui ne laissent plus aucune trace. Un jour arrive une personne, une femme, qui lui demande de retrouver sa sœur cadette, Leilani, qui est justement disparue lors d'une fugue 12 ans plus tôt. Et cette femme n'est autre qu'une tueuse en série, et bah oui, pourquoi pas, nommée la bouchère du Texas, une espèce de psychopathe qui draguait les hommes dans les bars avant de les tuer, de les découper à la scie, ben oui, de jeter leur reste en pâture à ces cochons, très réputés pour la qualité de leur chair. Bon appétit, dis-je à Mathieu qui est en train de bouffer une pomme. Alors voilà, ça c'est pour vous planter le décor. Alors si vous le voulez bien, faisons connaissance avec la sœur qui recherche cette fameuse cadette, tueuse en série, serial killer, comme disent mes compatriotes français. Extrait de 12 ans après, volume 3 de Lisa Gardner, lu par Maya Baran. Tout de suite après la mort de papa, je suis allée dans cette même horrible salle de bain et j'ai rempli des seaux et des seaux d'eau chaude et de détergent. Et je me suis attaquée à toute la maison. Pièce après pièce, j'ai passé la serpillière, nettoyé les plans de travail, lessivé les murs. Les chaises de la salle à manger, je les ai balancées dans la cour et j'en ai fait un feu de joie qui a dispersé les poules affolées et fait bêler les chèvres mécontentes. Le fauteuil relax de papa, celui dans lequel il se prélassait tous les soirs en se décapsulant des bières et en éructant ses opinions, démoli à la hache, les meubles bas de gamme crament comme du petit bois. Encore des poules qui courent dans tous les sens et des chèvres qui protestent. Faire le ménage n'a pas suffi. Je suis passée dans toutes les pièces pour décrocher les lourds rideaux et les empiler dans un coin. Que la lumière entre à flot, qu'elle brûle toutes mes saloperies de souvenirs dans cette saloperie de baraque et cette saloperie de bled où je me jurais bien de ne plus jamais remettre les pieds. Plus tard, j'ai changé d'avis. J'ai raccroché ces rideaux qui sentaient le moisi, ajouté des stores occultants.
Je me suis mise à désirer l'obscurité et les secrets qu'elle m'aidait à protéger. Je me suis jetée à corps perdu dans la routine du quotidien. Faire du café, prendre mon petit déjeuner, ramasser les œufs, nourrir les cochons, traire les chèvres, curer les tables, semer, désherber, récolter, faire la cuisine, le ménage et recommencer. Régler telle facture, une partie de telle autre. Acheter d'autres cochons, augmenter le nombre de poules, travailler encore, indéfiniment. Jusqu'à ce que le soleil se couche et que je te retrouve là, en train de m'observer depuis le bout du couloir. Et j'ai beau courir vers toi, j'ai beau essayer d'attraper ta main, de te serrer dans mes bras. Tu disparais, rayé de la surface de la terre. Et l'amour que j'éprouve pour toi, ce terrible et immense sentiment d'émerveillement, me traverse tout le corps dans un frisson pour n'aller nulle part. C'est ça, le vrai vide de la solitude. Non pas le fait que personne ne m'aime, mais le fait de n'avoir personne à aimer. Pas de prunelles noires qui m'observent gravement dans la nuit. Pas de doigts fluets qui effleurent les miens. Pas de respiration légère qui remplisse l'espace à côté de moi. C'est pour ça que je sors le vendredi soir, poussé par l'isolement, mu par la haine, cisaillé d'ombre et de lumière à parts égales. Je m'assois au bar. Un homme m'offre un verre, beau, laid, gentil, désagréable, célibataire, marié, peu importe. Je pose ma main sur son bras, souris quand il parle, l'encourage de la tête. Je le laisse croire que l'idée de me raccompagner vient de lui. Je joue les timides quand je l'entraîne dans la chambre de nos parents où, un à un, je retire mes vêtements. Le temps d'1 heure, je ne suis plus seule. Des doigts caressent ma peau, le souffle d'une respiration remplit l'espace autour de moi. Bien sûr, ce n'est pas réellement ce que je veux, et ensuite, je fonds en larmes quand le trou béant me déchire de nouveau la poitrine. À cause de tous ceux qui ont disparu, tous ceux qui ne sont pas restés. Ce désert absolu que sont devenus ma maison, mon cœur, mon âme. Je supplie mon amant de ne pas me quitter. Je l'implore de rester. Reviens, mais il attrape ses vêtements en vol et s'enfuit vers la porte. Après, c'est facile. Aucun homme n'a vraiment peur d'une femme, même quand elle est la digne fille de son père. Quand c'est fait, je traîne leur cadavre jusqu'à la remise. C'est là que papa m'a montré comment découper ma première volaille. Ce n'est pas très différent. Et les cochons ont l'air ravis que j'améliore leur ordinaire. Avec le temps, j'apprends. Bon, la prochaine fois que je vais couper un pilon de poulet, je vais savoir que c'est... Excusez-la. Parfois le cigare, que voulez-vous? Extrait de ce livre que beaucoup d'entre vous attendaient depuis longtemps, Lisa Gardner, très lu dans ses polars, ses thrillers, le sont énormément, ses aventures de Frankie Elkin sont très suivies. Celui-ci, donc, c'est le petit dernier, 12 ans après, qui vient de sortir en audio, enregistré par Maya Baran. C'était le 14 janvier dernier, donc voilà. Tout récent. On va quand même pas se quitter en cette semaine de Saint-Valentin sans qu'il soit question de la Saint-Valentin. J'ai trouvé dans mes recherches un petit livre pour les enfants. Tiens, pourquoi pas? Peut-être même que mon amie Marie Lalande va vous en parler. Je sais pas, mais ça fait rien. 2 fois valent mieux qu'une. Le jour où les cartes de la Saint-Valentin se sont enfuies. C'est de Annie Nord. C'est lu par Sophie Deshaies. On est un jour de Saint-Valentin où à un moment donné, les cartes se mettent à frémir, les chocolats roulent et les cœurs s'enfuient. Hop, ils décident de s'enfuir de leur maison et de partir partout dans les rues. J'en ai un petit extrait pour vous. Bon, on l'écoute. Le matin de la Saint-Valentin arriva enveloppé d'une douce lumière rose qui se glissait par les fenêtres et réchauffait la maison silencieuse. Des cœurs décoraient les murs, la table et même la porte, attendant patiemment que la journée commence. Les cartes étaient empilées bien droites en une haute pile, chacune nouée d'un ruban ou scellée d'un autocollant brillant. Des boîtes de chocolat reposaient en rang parfait, leurs emballages lisses et intacts.
Des ballons se balançaient doucement au bout de leurs ficelles, comme s'ils se murmuraient des secrets. Tout semblait exactement à sa place pour la Saint-Valentin. Rien n'était déplacé, rien ne paraissait étrange. La pièce était calme, chaleureuse et prête. Peut-être même un peu trop prête. Un minuscule frémissement traversa l'air, d'abord inaperçu. Ah, et c'est là que tout va s'envoler. On va voir dehors, perché sur les arbres ou sur les, comment on appelle ça, sur les poteaux électriques. On va voir partout des petits cœurs, tout ça. Alors, c'est l'histoire de le jour où les cartes de la Saint-Valentin se sont enfuies. On se laisse là-dessus pour ce balado, pour cet épisode consacré presque exclusivement à la Saint-Valentin, concocté, animé pour vous et appuyé par l'ami Mathieu Tessier, par Clotilde Sey qui vous dit à la semaine prochaine. Je vous aime.